Élection mai 2019. Bonjour Candice Vanek. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous êtes donc candidate sur la liste B1, une liste qui se présente sur le régime linguistique néerlandophone. Pourquoi avoir choisi la liste B1? La liste B1, je ne l'ai pas tant choisie, je l'ai cofondée. J'ai cofondé le parti, donc j'ai participé à la rédaction du programme, donc c'est un peu évident. C'était la suite logique en fait à un moment, et se posait la question, est-ce qu'on se contente de rester dans les coulisses pour réfléchir au lancement de ce nouveau parti qui est vraiment venu en réponse aux lois qui ont été votées concernant notamment les binationaux et qui introduisent la déchéance de nationalité, où là on s'est dit il y a un vrai danger avec toutes ces histoires de terrorisme. On est en train de créer maintenant deux catégories de citoyens. Les autres partis votent pour ou dans le meilleur des cas s'abstiennent, et jusqu'où ça va aller? Et donc là on s'est dit au niveau de l'offre politique, il n'y a plus un parti qui fait barrage. À ce qui peut venir de la droite en réaction donc, au terrorisme dans le cas précis. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé avec B1 et qu'on a réfléchi donc, à créer un nouveau parti qui veut vraiment rétablir l'égalité entre tous les citoyens et lutter contre le racisme, le sexisme et les discriminations. Donc tous les partis politiques, de gauche comme de droite, ont voté cette loi distinguant les Belges issus d'origine étrangère des Belges dits de souche. Donc. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les partis ont voté pour, sauf le PTB et Écolo qui se sont abstenus. Mais s'abstenir pour ce que moi je considère comme la loi la plus grave de ces 70 dernières années, car là maintenant, on ne peut plus dire que tous les citoyens en Belgique ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Non, d'un côté, il y a les Belges de souche, et puis il y a ceux qui ont la double nationalité, voire éventuellement qui n'ont pas la nationalité, même s'ils sont nés en Belgique, et eux peuvent carrément maintenant être déportés sur base de simples soupçons les concernant, que ce soit à nouveau pour le terrorisme ou plus largement cette question de déportation, de déchéance de nationalité, c'est pas uniquement pour le terrorisme. Dans la loi, il est clairement mis que c'est pour manquement grave aux devoirs des citoyens. Et c'est très vaste, c'est très flou. Donc on voit déjà qu'a été mis sur la table, par exemple, en mai de l'année dernière, c'est le Vlaams Belang qui est venu avec cette proposition au Parlement fédéral, eh bien, de discuter du fait d'interdire certaines professions, comme la profession de magistrat, de militaire, de policier, de membres du gouvernement, aux binationaux. Et c'est une proposition que la majorité des partis au Parlement ont accepté de discuter. Donc déjà, rien que le fait qu'on accepte d'en discuter, ça montre à quel point la situation est quand même assez grave finalement. Et nombreux sont ceux qui disposent, selon vous, de la double nationalité. Outre les personnes issues de l'immigration récente, mais il y a également, d'après ce que je sais en tout cas, le bourgmestre d'Uccle est aussi un binational, donc il a la nationalité française et belge. Donc cette mesure concerne également les binationaux européens? Alors moi je n'ai pas de chiffres précis sur le nombre de binationaux en Belgique, mais quand on sait que par exemple à Bruxelles il y a davantage donc, de Belges d'origine étrangère que de Belges d'ascendance belge, oui bien sûr c'est une mesure qui va concerner tous les binationaux, mais enfin on voit bien qu'on a certains qui sont un peu plus concernés par certains types de soupçons concernant la radicalisation ou autres que d'autres.
Donc oui, c'est une loi générale, mais je ne suis pas certaine qu'elle va viser en priorité les Français du club, par exemple. Bien sûr. Le concept d'égalité radicale, pouvez-vous nous l'expliquer? L'égalité radicale, donc on vient un tout petit peu d'en parler, mais c'est vrai que c'est plus large. Ça concerne aussi bien donc, l'apparentement ethnique, culturel, religieux, mais aussi l'égalité homme-femme et l'égalité entre différentes classes sociales. Donc c'est vraiment ces trois domaines-là qui sont touchés par ces questions d'égalité. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en politique, on parlait beaucoup, ou en tout cas, on parlait de ce sujet-là, de l'égalité au niveau social. L'égalité homme-femme, on voit que c'est quand même encore très très difficile au niveau politique. On a encore des gouvernements très masculins, donc l'évolution des mentalités à ce niveau-là, il y a énormément de travail à faire. Et alors, voilà, comme on le disait, il y a des inégalités qui sont en train d'être introduites de plus en plus entre des citoyens sur base ethnoculturelle et religieuse. Donc, c'est ces trois domaines-là sur lesquels on veut rétablir et établir une égalité citoyenne de manière radicale, c'est-à-dire une véritable égalité, tout simplement. Notamment sur la question des signes distinctifs. Vous pensez que les partis traditionnels n'ont pas pris cette question au sérieux concernant les nouvelles réalités aujourd'hui en Belgique, des gens musulmanes ou juives décident ou désirent afficher leur appartenance identitaire, culturelle en public et même dans leur lieu de travail. Donc vous êtes, je pense, le seul parti qui défendait en tout cas cette liberté-là. Oui, tout à fait. Finalement, on est assez décomplexé là-dessus et on considère, et ce qui est le cas, ce sont des libertés individuelles. C'est le droit de chaque homme, chaque femme de s'habiller comme il l'entend, de manger selon tel ou tel rite religieux. Finalement, ça n'empiète pas sur la liberté des autres citoyens. Donc finalement, la vraie laïcité, c'est ça, c'est de permettre la coexistence de personnes qui ont des croyances différentes de manière paisible. Or, c'est vrai qu'en Belgique, on est très très influencé, en Belgique francophone en tout cas, par le débat français, pour qui la laïcité, c'est la religion, tous les aspects qui laissent montrer des différences entre les citoyens, ça doit être complètement gommé. Et nous, on n'a pas de problème avec ça. On est dans une ville très très diversifiée. Et moi, par exemple, qui suis profondément féministe, quelque chose qui me choque, c'est ce discours qui veut que on décide que le voile, c'est le symbole de l'asservissement de la femme. Or, les femmes qui le portent, eh bien, elles le portent pour les raisons qu'elles le veulent. Et elles pensent ce qu'elles veulent. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Mais alors, parce qu'on décide que c'est un symbole d'asservissement de la femme, eh bien, en fait, on leur dit qu'elles ne peuvent pas travailler, qu'elles doivent rester à la maison et ne pas aller travailler dans des emplois publics ou autres parce qu'elles portent le voile. Mais dans une administration, si une femme porte le voile, ce n'est pas ça que ça va modifier son jugement ou la manière qu'elle va de travailler. Donc, il faut pouvoir prendre les gens tels qu'ils sont dans la mesure où il n'y a pas de signe de rejet de l'autre, et ce n'est pas le cas quand on voit avec le voile. Enfin, moi, si je décide de mettre une jupe ou une robe comme aujourd'hui, ce n'est pas pour envoyer quelques messages que ce soit. Et donc, de la même manière que moi, je veux être respectée dans le type d'habillement que je porte, eh bien, je veux que mes concitoyennes musulmanes puissent l'être aussi. Pourquoi cette question empoisonne en tout cas la vie en société à Bruxelles? Voilà, comme je disais, je pense vraiment qu'on est très fort influencé par le débat français,
où maintenant on voit très très clairement aussi qu'il y a donc ce discours qui émerge comme quoi le voile c'est le signe forcément d'un islam politique qui veut imposer ses codes à la société, et donc c'est perçu comme par certaines personnes en tout cas comme un signe de rejet de la société dans laquelle on vit. Mais il n'y a pas à porter des interprétations. C'est-à-dire, il faut discuter avec les personnes, voir si elles ont un discours en accord avec la démocratie, en accord avec les droits de l'homme. Et si c'est le cas, pas de problème. Mais là, on est en train de partir d'a priori, de déterminer, suivant l'apparence de telle ou telle personne, ce qu'elle a dans la tête. Alors qu'en même temps, on peut avoir des personnes qui ont un look tout à fait acceptable et tiennent des propos absolument insupportables, comme on peut le voir avec des membres de la NVA, du Vlaams Belang, ici aussi avec des candidats, par exemple, de la liste des Stex ou du Parti populaire. Et au niveau de l'apparence, il n'y a rien à redire. Mais ces personnes-là ont un discours de rejet de l'autre qui est véritablement dangereux, et ça passe beaucoup plus facilement finalement que certaines personnes qui ont des choix vestimentaires différents. Cette question, je lisais récemment dans un journal qui posait la question, est-ce que c'est une question d'ordre politique ou juridique, selon vous? Moi, je crois que c'est en tout début une question d'ordre politique qui peut-être un jour déteindra sur le juridique, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'en fait, si des lois sont votées et commencent à restreindre les libertés individuelles parce qu'il y a certains types de discours de rejet de l'autre qui récoltent des majorités parlementaires, là il y a un véritable danger. Et donc en effet, quand ça commence au niveau politique, ça peut arriver au niveau juridique et impacter directement la vie des gens. Donc là, on le voit au niveau des discours, on le voit déjà, on vient d'en parler pour la loi de déchéance de nationalité ou celle sur la déportation des gens qui n'ont pas la nationalité belge. Eh bien, ça c'est exactement la conséquence d'un certain type de discours qui s'est traduit au niveau juridique et qui a des conséquences très très concrètes. Ça, on le voit déjà pour cette question de manquement grave au devoir de citoyen. Ça a déjà amené à l'expulsion de plusieurs personnes. Sans qu'on soit passé devant un tribunal, sans qu'il y ait eu de jugement, c'était sur simple soupçon et à la demande du parquet. Mais je vais préciser, pour l'instant, selon vous, l'interdiction du port du voile, que ce soit dans l'administration publique ou dans les écoles publiques, est-ce une décision qui est adoptée par le politique, mais qui est arbitraire? Oui, on en revient à cette question de ce qu'on juge acceptable ou pas dans la société. Donc oui, c'est arbitraire dans la mesure où moi je cherche toujours à ce qu'on me démontre de manière très très concrète en quoi le port du voile va déterminer que la personne qui est à un poste de fonctionnaire va traiter différemment les personnes qu'elle a en face d'elle. Donc c'est ça la véritable question. Il faut partir vraiment d'un point de vue pratique et de voir si ça impacte ou pas le travail. Mais si on répond à cette question, on a la réponse, c'est non. Bien sûr. Votre parti aussi est très attentif par rapport au respect de la manière dont certaines communautés bruxelloises pratiquent leur culte, notamment en matière alimentaire. Et donc, la plupart des partis traditionnels ont décidé, en Flandre et en Wallonie, d'interdire l'abattage rituel. Et vous défendez en tout cas le contraire. Pourquoi? C'est une simple question. Enfin, sinon, ce n'est pas une question simple du tout. C'est en fait, il y a deux points essentiels dans cette question. La première, c'est que les libertés religieuses sont garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est une norme supérieure. Et donc, si on ne commence plus à respecter la Convention européenne des droits de l'homme sur ce point-là, on va commencer à attaquer d'autres points. Ça commence à devenir légèrement dangereux.
Et l'autre question, c'est que pour nous, cette interdiction de l'abattage rituel est vraiment le témoignage d'une grande hypocrisie qu'il y a actuellement par rapport à la question du bien-être animal. Car c'est actuellement un mythe total de dire que l'abattage avec étourdissement est un abattage respectueux de l'animal. Tout simplement parce qu'on a affaire à une production de viande qui se fait au niveau industriel. Donc moi j'ai pas mal travaillé sur cette question, notamment comme journaliste précédemment. Et en fait on voit très très bien que ce qui pose problème, ce n'est pas tant que l'abattage soit fait avec ou sans étourdissement, c'est cette question de production industrielle. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces abattoirs? C'est que les animaux sont abattus à la chaîne à une cadence absolument infernale et que l'étourdissement, qui porte très très mal son nom, parce que dans l'étourdissement on a l'impression d'une petite claque à l'animal et qu'il va perdre ses esprits. Or c'est pas du tout ça. Très concrètement on parle donc d'électronarcose, donc de chocs électriques qui sont posés sur la tête de l'animal. On parle aussi de tiges métalliques qui viennent leur percer la boîte crânienne et qui doivent, je suis désolée pour les détails, hein, mais comme ça on comprend un tout petit peu, mais pour que ça ait l'effet d'anesthésier l'animal, il faut que ça touche à un endroit très très précis du cerveau, endroit qui diffère d'un animal suivant l'espèce de l'animal. Or, ça demande du travail qui doit être fait avec précision. Et ça, ce n'est absolument pas le cas quand on voit le nombre de ratés dans les abattoirs. Et alors, quand il y a un raté lors de ce type d'étourdissement, l'animal souffre encore plus, et c'est 2 fois plus de souffrance avant la mise à mort. Mais je dirais que cette production industrielle, donc, elle est de toute façon source de souffrance pour l'animal, qu'elle soit faite avec ou sans étourdissement. Je dirais l'abattage halal qui est fait à des cadences industrielles, c'est la même chose. On ne sait pas abattre correctement et avec respect un animal quand on doit faire je ne sais pas combien de bêtes à la minute. Donc c'est vraiment cette question de production de la viande telle qu'on l'a fait aujourd'hui qu'on veut remettre en question, et également tout simplement que la question du bien-être animal doit être vue dans sa globalité. Et quand on voit que des pratiques comme la chasse, les tests cosmétiques sur les animaux, le gavage des oies, la destruction des poussins, et je vais m'arrêter là pour ne pas donner la nausée aux gens, mais la stérilisation obligatoire. Oui aussi, et bien, voilà, l'émasculation des jeunes porcs, tout ça c'est des pratiques vraiment barbares. Et on ne s'attaque pas à ces pratiques-là parce qu'elles concernent, je dirais, la majorité dominante de ce pays et que c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on s'intéresse au bien-être animal quand ça concerne les minorités religieuses et que c'est à elles de faire des efforts. Alors voilà ce qu'on dit à B1, c'est qu'il faut décider, soit le bien-être animal est une priorité dans cette société, ça le devient au niveau démocratique, et alors là, on s'attaque à toutes les pratiques qui engendrent de la souffrance animale, et on fait par exemple de véritables commissions pour voir quelles pratiques, est-ce que par exemple l'abattage rituel, parce que ça n'a pas été le cas dans les débats parlementaires en Flandre, je ne sais pas, en Wallonie j'ai suivi, il n'y avait pas d'experts scientifiques pour dire scientifiquement, voilà, l'abattage rituel engendre davantage de souffrance chez l'animal. Donc si vraiment c'est ça la question, on fait venir des experts, on analyse tout ça concrètement et surtout, on s'attaque à toutes les formes de pratiques qui engendrent de la souffrance animale. Mais on arrête avec cette hypocrisie actuelle qui consiste à cibler les juifs et les musulmans qui doivent renoncer à quelque chose qui, pour beaucoup d'entre eux, est fondamental, alors que d'un autre côté, le bien-être animal, on continue à n'en avoir absolument rien à faire dans notre société. Le principal parti belge, enfin, le représentant du principal parti belge a décidé de revoir cette loi au niveau
de la région flamande en tout cas, après avoir vu la communauté juive, ça vous inspire quoi? Vous voulez parler de Bart de Wever? Oui, c'est ça. Oui, mais voilà, on parlait d'hypocrisie. On a l'hypocrisie dans toute sa splendeur. Là, on le dit très très ouvertement finalement que finalement cette loi elle cible les musulmans parce que Bart de Wever entend séduire les juifs orthodoxes d'Anvers et donc là on propose donc cette mesure et de dire que pour les juifs on fait une exception et donc là on comprend vraiment que la question de l'abattage rituel et du bien-être animal c'est quelque chose qui passe totalement au second plan. Le bien-être animal n'est pas la véritable raison. La véritable raison, en tout cas dont le chef d'un Bart de Wever et de son parti l'ANVA, eh bien c'est de stigmatiser encore un peu plus les musulmans, très clairement. Et on a vu aussi des candidats de listes traditionnelles un petit peu s'inspirer de votre programme sur cette question-là et faire campagne en disant que leur parti était plutôt favorable à Bruxelles favorable à l'abattage rituel. Oui. Ça vous inspire quoi? Moi, ça me fait penser à ce que disaient aussi certains candidats avant les élections d'il y a 5 ans. On avait des candidats issus de l'immigration ici à Bruxelles, notamment du Parti socialiste et même d'autres partis, qui affirmaient que leur parti était tout à fait pour le port du voile dans l'administration et qui faisaient campagne avec cet argument. Et puis après, au cours de la législature, on a vu que le Parti socialiste s'est réuni. C'était d'ailleurs assez amusant parce que pour décider de la question concernant le port du voile dans l'administration, s'était réuni à 9, et il y avait une femme et une personne d'origine étrangère et d'appartenance musulmane dans tout le groupe pour décider de la question du port du voile. Et la question a été, eh bien non, le Parti socialiste n'autorisera pas le port du voile dans l'administration. Et là, on voit finalement qu'ils nous refont le même coup sur l'abattage rituel. Alors que là, c'est encore plus amusant vu que ça a été voté de manière très très claire et nette en Wallonie, que le Parti socialiste était pour l'interdiction de l'abattage rituel. Et là maintenant, on essaye de nous faire croire qu'il y a 2 partis socialistes qui existent et que donc l'abattage rituel, eh bien, on votera pour le maintenir à Bruxelles. Moi personnellement, après le coup du voile dans l'administration, je me dis que une fois mais pas 2. Vous êtes aussi très active au sein de Biwan concernant la question des droits du peuple palestinien. Vous êtes la seule liste également à évoquer cette réalité. Comment expliquez-vous en tout cas cette position de Biwan par rapport à la question du peuple palestinien, des droits liés au peuple palestinien qui sont bafoués? Mais c'est une question de justice, tout simplement. Il y a un peuple qui, depuis des années, le peuple palestinien, qui subit des crimes, qui voit sa terre colonisée, on a un droit international qui reconnaît cela, qui reconnaît qu'Israël ne respecte pas les règles qui ont été donc édictées au niveau international. Et donc c'est simplement une question et de justice et de respect de droit international. Je pense que notre position est beaucoup plus logique que d'autres partis qui sont frileux là-dessus. Voilà pourquoi est-ce qu'on va faire l'Eurovision en Israël. La prochaine fois, allons en Arabie Saoudite. Si le respect des droits de l'homme, on s'en moque à ce point-là. C'est une question de cohérence. Si on est un État pour qui le respect des droits de l'homme, le respect des peuples et le droit international comptent, eh bien il faut être pour le boycott d'Israël. C'est ce que nous proposons à Bruxelles, que toutes les institutions bruxelloises n'aient plus de rapport et de lien avec Israël.
Et également, au niveau, donc, il y a aussi moyen de faire pression parce que au niveau donc, des marchés publics, c'est-à-dire de décider de n'octroyer les marchés publics aux seules entreprises privées qui n'ont aucun rapport avec Israël. Et finalement, c'est pas tellement novateur que ça. Enfin, si, au niveau de la Belgique, très certainement, mais quand on voit à l'étranger, par exemple en Espagne, le parti Podemos a réussi à imposer la ligne BDS, c'est-à-dire boycott des investissements et sanctions contre Israël dans 70 villes espagnoles. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible, c'est une volonté politique et surtout c'est une mesure absolument pacifique qui a déjà fait ses preuves du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, le boycott, qui mériterait tout à fait d'être appliqué aujourd'hui à l'encontre d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on a cette proposition qui est un des points forts de notre programme. De nombreux députés bruxellois, pourtant, lors de cette législature-ci, ont soutenu en tout cas les missions économiques en Israël. Qu'en pensez-vous ? Des députés issus des communautés sensibles à cette question-là, donc. Oui, mais c'est extrêmement dommageable et c'est un peu ça la difficulté, c'est que donc dans les partis traditionnels, que ce soit au Parti socialiste, que ce soit chez Ecolo, au CDH, il y a des personnes de valeur qui sont là, qui peuvent parfois prendre des positions courageuses, mais il y a une ligne de parti. Et donc, si le Parti socialiste à Bruxelles décide que cette mission économique doit être faite en Israël, ce qui était logiquement le cas vu que le ministre-président est socialiste, eh bien, les députés de ce parti et d'autres, même si au fond d'eux-mêmes ils ne sont pas d'accord avec ça, il y a dans ces partis une ligne aussi à respecter et donc voilà, il peut y avoir des positions courageuses à certains moments, mais lorsqu'il s'agit de voter, eh bien, il faut quand même se conformer à ce que décide son parti. Et finalement, c'est la même chose pour les autres questions qu'on abordait, que ce soit l'abattage rituel ou le voile. À un moment, un parti décide, eh bien, un député doit quand même se conformer à ce que dit son parti. S'il ne le fait pas, il risque d'en payer les conséquences dans son avancement politique. Donc voilà, ceci peut expliquer ce Par rapport aux communautés dont ils sont issus, ce sont selon vous des trahisons? Oui, je crois que poser la question, c'est y répondre. Parce qu'on connaît la sensibilité qu'il peut y avoir sur la question de la Palestine, sensibilité en fait qu'il devrait y avoir chez chaque personne qui est révoltée par les injustices dans ce monde, que ce soit la Syrie, le Yémen, mais il y a aussi ce qui se passe évidemment en Palestine et qui est d'autant plus révoltant que ça se passe avec finalement l'aval de nos pays, vu qu'on continue à commercer avec Israël, et ce qui fait que cette situation doit évoluer. Une question qui vient à l'esprit. Beaucoup, en France surtout, voudraient criminaliser l'antisionisme. Qu'en pensez-vous? Et assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Mais c'est quelque chose... c'est un jeu assez scandaleux, je trouve, parce que c'est un jeu scandaleux et c'est un jeu finalement qui encourage d'une certaine manière l'antisémitisme. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a par exemple les juifs qui vivent ici, à Bruxelles, en Belgique, en France, qui sont des citoyens de ce pays. Et juif ne veut pas forcément dire sioniste, ne veut pas dire israélien, vu que les Israéliens sont en Israël. Et donc, si on est juif et qu'on vit ici, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y a cet amalgame qu'on crée aussi dans la tête des gens et qui est extrêmement dangereux. Le sionisme, c'est pas une identité ethnique ou culturelle, c'est un choix politique. C'est très clairement donc soutenir ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est finalement assumer
ce qui est fait contre les Palestiniens, il y a aussi des juifs antisionistes, ça il faut le dire, qui sont extrêmement courageux, mais ce qui se passe, c'est qu'on a des gouvernements, et c'est logique vu l'histoire de nos pays où les juifs ont été génocidés, qui maintenant portent cette culpabilité et pensent qu'en soutenant Israël, finalement, eh bien, on répare un peu le passé. Non, le passé, hélas, on ne peut pas l'effacer. Il est là. La seule chose qu'on peut faire contre ce passé, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, que ce soit contre les Juifs ou que ce soit contre une autre ethnie. Voilà, c'est cette leçon-là qu'on doit tirer de l'histoire. Mais pour le reste, il n'y a pas de raison que les Palestiniens payent par les décisions de nos gouvernements ce que nos pays, ici en Europe, ont fait subir aux Juifs. Ça n'a pas de sens. On est en 2019, il y a beaucoup de personnes à Bruxelles qui sont nées, qui sont arrivées ici, qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas de famille, présentes en Belgique au moment où il y a eu l'occupation et la collaboration avec les nazis. Moi-même, enfin, même si je suis peut-être issue de génération née en Belgique, je n'ai rien à voir avec ça. Il y a 70 ans qui me séparent de cette histoire, donc je ne vois pas pourquoi ça devrait continuer à déterminer que pour un pays, Israël, qui se moque du droit international et qui commet des crimes quotidiens contre les Palestiniens, on ferme les yeux au nom du passé. Ce n'est pas ça être respectueux des morts sur la terre européenne, des morts juifs. C'est pas comme ça qu'on va réparer le passé, nullement. Non, si on veut être respectueux, eh bien, faisons primer la justice avant toute chose. En matière toujours de réparation du passé, vous dénoncez également l'attitude du gouvernement belge par rapport au manque de réaction, au manque de reconnaissance par rapport à la colonisation du Congo. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous attendez, en tout cas, du gouvernement belge? Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est introduire une véritable décolonisation, que ce soit dans l'enseignement, qu'on ose enfin parler des crimes qui ont été commis contre les Congolais, parce que c'est vraiment la colonisation était un crime contre l'humanité, et ça ne s'est pas arrêté uniquement aux questions de l'horreur des mains coupées, par exemple. Ça a continué après. Il y a eu du travail forcé, il y a eu des gens qui ont travaillé gratuitement aussi. Et donc on nous présente, on est toujours très très fort influencé par la propagande de l'époque coloniale où on a aujourd'hui encore sur les plateaux télé des hommes politiques qui viennent nous dire « oui mais on a construit des routes, oui mais on a construit des hôpitaux ». Mais ça n'efface rien des horreurs qu'on a commises. Et puis ça ne veut pas dire que parce qu'on a été mettre un peu de bitume, on a changé forcément positivement l'histoire de ce pays. Et quand on voit toutes les guerres qui ont suivi et la politique au Congo, eh bien non, je crois pas que ça a été une grande réussite. Donc à un moment, il faut pouvoir aussi assumer cette responsabilité. Encore une fois, ce n'est pas les citoyens belges qui sont responsables, c'est l'État qui est une institution et qui doit reconnaître ça. Évidemment, les gens qui sont nés aujourd'hui, sauf je ne sais pas, certaines personnes très très âgées, donc ça c'est autre chose, mais je veux dire, ce n'est pas par exemple à moi en tant que citoyenne belge à présenter des excuses. Ça ne concerne pas les citoyens, ça concerne un État, parce qu'un État, il y a une continuité, assure une forme de continuité au travers le temps, et donc cette responsabilité doit vraiment se faire au niveau étatique, donc ça doit se faire dans les programmes scolaires, ça doit se faire aussi dans les espaces publics. Il n'est pas logique qu'on ait encore des noms de rues à la gloire de colonisateurs. Donc il y a énormément de travail à faire, de reconnaissance de ce qui s'est véritablement passé au Congo. De réparation. C'est une question qui devra
à mon avis, être soulevée aussi. Maintenant, c'est une question qui devra venir de la part et à la demande du Congo. Bien sûr. Vous êtes donc présente sur les listes B1 pour la région bruxelloise. Qu'espérez-vous de ces élections? Qu'attendez-vous de ces élections? Que souhaiteriez-vous comme la coalition qui vous conviendrait le mieux en région bruxelloise et votre rôle, le rôle que vous allez jouer si bien évidemment les électeurs vous donnent ce mandat? Mais moi, je crois qu'il y a une véritable possibilité qui nous donne ce mandat du fait qu'en se présentant côté néerlandophone, donc il nous faut seulement 3000 voix pour avoir un élu. Donc on espère très franchement pouvoir passer à 3 ou 4 élus et former un véritable groupe politique au Parlement bruxellois. Il faut savoir qu'à partir de 2 élus, et même 3 c'est quasiment certain, mathématiquement parlant, on peut entrer au gouvernement bruxellois. C'est-à-dire que si les autres partis veulent par exemple laisser la NVA sur le côté, ils vont avoir besoin de B1 pour faire une coalition. B1 ne rentrera pas à n'importe quelle condition. On a évoqué différents points durant cette interview. Pour nous, ce sera évidemment des conditions pour pouvoir former un gouvernement. Donc je crois que c'est la première fois que grâce à ce système institutionnel bruxellois qui fait qu'en se présentant côté néerlandophone, il ne faut que 3000 voix plus ou moins pour être élu, côté francophone, c'est 25 000 voix, donc c'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça qu'on n'a pas vu les précédentes années un petit parti émerger et parvenir à passer au Parlement bruxellois. Nous, on a cette possibilité, il faut bien savoir que tous les citoyens bruxellois, qu'ils soient néerlandophones ou francophones, peuvent voter pour B1. Et à partir de ce moment-là, déjà pour nous, c'est certain qu'il n'y aura pas à Bruxelles de coalition avec la NVA, avec nous dans ce gouvernement, et qu'on s'y opposera absolument frontalement, même si on est en dehors du gouvernement et qu'il faut valider un accord gouvernemental. Donc là, on se pose vraiment en barrage. Et donc je crois qu'il y a une véritable possibilité d'insuffler un véritable renouveau politique, aussi de mettre sur la table, je crois que ce qui se passe aujourd'hui avec B1 qui a décidé de se présenter côté néerlandophone, ça va faire un tout petit peu réfléchir aussi sur ce système institutionnel bruxellois qui divise les citoyens entre francophones, entre néerlandophones, ce qui n'a aucun sens dans une ville aussi multiculturelle et multilingue que Bruxelles. Il y a des choses à changer à ce niveau-là. On est une seule et même communauté de Bruxellois. On veut à B1 très clairement transférer les compétences de la communauté flamande et de la communauté française, qui s'appelle aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles. On veut transférer leurs compétences à leur région, notamment l'enseignement, parce qu'on entend les autres partis qui évoquent l'idée de créer un enseignement multilingue. Mais quand on va un tout petit peu creuser, soit c'est quelque chose qui peut être organisé au niveau fédéral, et alors bon amusement, si on a de nouveau les nationalistes flamands au pouvoir, je ne suis pas très sûre qu'ils vont vouloir mettre de l'argent pour créer un enseignement multilingue. Soit ça doit être organisé au niveau communal, mais alors quelle commune va l'organiser et finalement avec quel subside? Donc on se rend compte que ce que proposent les autres partis comme le PS écolo qui parle d'un enseignement multilingue, dans la pratique, ce sera, dans le meilleur des cas, si ça émerge, ce sera un enseignement élitiste, quelques écoles où pourront accéder certains élèves. Nous, on veut que ce soit créé un seul et même type d'enseignement multilingue pour tous les Bruxellois. Et pour ça, il est impératif d'en finir avec les communautés linguistiques qui séparent sur une base qui n'a plus de sens les Bruxellois. Donc pour ce faire, en fait, vous invitez les électeurs à changer leur habitude de vote et donc de choisir le régime linguistique néerlandophone
et voter Biwan. Mais en fait, ça va être beaucoup plus simple que ça, parce que ça a été décidé très très récemment, il y a quelques semaines. Auparavant, c'est vrai que lors des précédentes élections, il fallait choisir si on votait côté francophone, côté néerlandophone. Cette année, la grande différence pour les citoyens qui vont voter, c'est que sur leur écran de vote, tous les partis vont être présentés, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Et donc à ce niveau-là, je tiens quand même juste à préciser, parce que c'est une question qui nous est souvent votée, que B1, le parti pour lequel je me présente, n'a rien à voir avec le SPA renommé One Brussels de Pascal Smet. C'est tout à fait différent. Donc voilà, B1 est une liste qui peut apporter le changement. Pascal Smet et le SPA One Brussels, on a déjà connu, donc je tenais juste à le signaler, histoire qu'il n'y ait pas d'erreur au moment des votes. Comment se déroule votre campagne? Est-ce que votre message est bien accueilli par les gens que vous rencontrez sur les marchés ou lors des conférences que vous donnez? Il est très très bien accueilli parce que on ose, je dirais, mettre un peu les pieds dans le plat par rapport à certains sujets sur lesquels d'autres partis étaient frileux. On parlait là tout à l'heure du voile ou de l'abattage rituel. Évidemment, B1, ce n'est pas que ça. On a un programme très complet, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'aller un peu titiller les autres partis en disant, ben voilà, quelle est vraiment votre position? Affirmez-vous. Nous, on y va, on montre clairement qu'on est pour le port du voile, l'abattage rituel, parce qu'on est décomplexé sur ces questions, alors que voilà, vous êtes beaucoup plus frileux. C'est quelque chose qui est très très bien apprécié au sein de la population, parce que déjà on vient avec des propositions très concrètes. Est-ce que, si vous êtes d'accord avec le port du voile dans l'administration publique, vous allez vous retrouver en partie dans B-World? Si vous êtes d'accord avec un enseignement multilingue, avec aussi notre proposition, où là encore on est les seuls à le proposer à Bruxelles, de mettre un péage urbain à l'entrée de Bruxelles. Alors quand on entend les autres partis, par exemple Écolo, CDH, qui sont pour un péage urbain, mais c'est toujours dans Bruxelles. Donc là, ce sont les Bruxellois qui vont devoir payer. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le mettre à l'entrée de Bruxelles, parce que finalement, qu'est-ce qui participe grandement au trafic à Bruxelles? Eh bien, ce sont les navetteurs flamands et wallons qui viennent travailler chaque jour ici. Donc nous, on dit, imposons un péage urbain durant les heures de pointe, par exemple entre 9h et 19h, même un peu plus tôt, parce que le trafic à Bruxelles, ça commence beaucoup plus tôt. Et bien sûr, il faut donner la possibilité aux personnes qui utilisent la voiture d'avoir une alternative. On ne peut pas simplement dire, en effet, aux gens, ben voilà, vous vous arrêtez, vous mettez votre voiture sur un parking à l'entrée de Bruxelles, et puis vous vous débrouillez. Parce que c'est vrai que les transports en commun à Bruxelles, moi j'en suis quelque chose. Je suis usagère de la STIP et de la SNCB. Pour une capitale, c'est limite honteux. Quand on voit qu'à partir de 11h, on ne circule plus à Bruxelles. Dans certains coins, on met vraiment un temps incroyable pour rejoindre les communes dans la périphérie. Il faut 2-3 changements, il faut attendre un quart d'heure à un bus. C'est pas possible actuellement, donc il faut vraiment développer les transports en commun à Bruxelles et aussi les rendre gratuits. Et tout ça, si on parle de gratuité des transports publics sans prévoir une mesure qui va permettre de le financer, c'est vendre du rêve. Et c'est pas ce qu'on fait, c'est avec l'argent du péage urbain, on va pouvoir financer cela. Et alors les navetteurs ont vraiment le choix entre soit laisser leur voiture dans des parkings de dissuasion, et donc emprunter les transports publics, soit passer par le péage urbain, donc payer pour entrer dans Bruxelles. Donc voilà, c'est vraiment une mesure pour désengorger la ville du trafic, et aussi une question de santé publique, parce que chaque année, on a des cartes blanches de différents collectifs de médecins qui alertent sur les dangers des particules fines de la pollution qui est absolument monstrueuse à Bruxelles. Ça se compte en vie humaine chaque année. Enfin, moi j'entendais, c'était il y a un mois, la RTBF qui ouvrait son JT sur le fait qu'aujourd'hui, à Bruxelles, un enfant sur 4 est asthmatique.
Là, personnellement, j'ai très bien connu dans mon entourage donc, cette maladie. C'est de la souffrance au quotidien. Et donc, un enfant sur 4 part avec ça déjà dans la vie. Est-ce qu'à un moment, on va commencer à prendre un tout petit peu en sérieux la santé des gens et on parle énormément de respect de l'environnement, de climat, mais ça, c'est une mesure très, très concrète. Et agissons et mettons ça au centre des préoccupations. Je ne sais pas si vous avez un point dans votre programme concernant la bonne gouvernance. Donc je vais vous poser la question, êtes-vous par exemple pour le cumul des mandats? Non, ça c'est prévu dans notre programme. Voilà, quand je vous disais qu'on a un programme très très large, voilà, sur les questions de bonne gouvernance par exemple, on est tout à fait contre le cumul des mandats parce qu'on estime qu'un élu doit se consacrer pleinement à sa fonction. Par exemple, il n'est pas question de cumuler le rôle de député et de bourgmestre ou d'échevin ou de président de CPS. C'est vraiment des fonctions qui demandent toute l'attention, toute l'énergie pour servir correctement la population et qu'on ne peut pas se retrouver non plus avec des revenus absolument faramineux qui font que le personnel politique est déconnecté de la réalité matérielle et économique des gens. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir une classe politique qui a un niveau de vie qui dépasse l'entendement. Et ça, ces dernières années, on a suffisamment vu les dérives à ce niveau-là. Donc nous, on est tout à fait contre le cumul des mandats. Estimez-vous également qu'il y a trop de députés, trop d'échevins en région bruxelloise? Je crois qu'il y aurait en effet beaucoup de choses à rationaliser. Je dirais que il faudrait repenser les communes aussi pour qu'elles collent plus à la réalité donc, des Bruxellois. Il y a certains quartiers qui pourraient être rassemblés, donc ça on pourrait y réfléchir. Maintenant, par rapport au nombre donc, d'échevins, de conseillers communaux et autres, moi je voudrais attirer l'attention sur un autre niveau de pouvoir qui me semble très problématique et sur lequel on n'attire pas suffisamment l'attention, c'est le fait, et qui pose à mon sens aussi plus de problèmes, c'est le fait qu'on a des ministres et secrétaires d'État régionaux et d'autres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et qui donc, parfois, on peut se retrouver dans certains domaines, comme l'égalité des chances, avoir un ministre au niveau régional qui va se charger de cette question. Et puis, cette question est aussi gérée au niveau de la communauté, c'est-à-dire la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a double emploi, donc... et en plus, ce n'est même pas pratique, vu que quand des associations veulent pouvoir faire bouger les choses dans ces différents domaines, eh bien, ils ne savent plus à qui s'adresser et ça crée vraiment de la paralysie d'avoir d'un côté cette région et de l'autre la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'occupe de compétences qui occupe un peu la région et un peu la région, donc la région bruxelloise et la région wallonne. Là, il faut vraiment rationaliser. Il faut aussi rationaliser par rapport c'est vrai, à certaines compétences qui sont détenues au niveau communal. Je pense par exemple à la mobilité, aux travaux qui sont faits à ce niveau-là. Et donc, où c'est important de transférer certaines compétences des communes à la région pour pouvoir mener des politiques régionales homogènes et à nouveau cohérentes, tout à fait, merci. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Maintenant, nous, on n'est pas pour supprimer l'échelon communal. On pense que c'est important. C'est l'échelon où, je peux le dire très très librement, vu qu'on ne s'est pas présenté à l'échelon communal, donc il n'y a pas d'intérêt derrière, mais on le voit que c'est le niveau de pouvoir où les citoyens ont le plus l'impression que leur voix compte et qu'il y a cette proximité qui est plus grande, mais il faut que ce soit vraiment les questions de proximité qui soient gérées au niveau communal.
et celles qui sont plus importantes, comme la mobilité, comme par exemple aussi la création de logements sociaux. C'est pas logique que dans certaines communes, sous l'impulsion d'un bourgmestre, il y ait suffisamment de logements sociaux, et dans d'autres, il y a des bourgmestres qui disent « Ah non, non, pas question, on ne fait rien à ce niveau-là ». Ça doit être géré au niveau de la région, ces questions-là. Donc vous êtes, par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes pour sa suppression? Oui, tout à fait. Et même chose pour la communauté flamande. On est une région bruxelloise qui a besoin de pouvoir détenir ses compétences pour faire vraiment bouger les choses aussi et pour pas être là à tout le temps dépendre des décisions qui sont prises en Wallonie et en Flandre. Et ça, on peut aussi très très fort le voir dans les partis traditionnels. Dans la majorité des cas, les présidents de partis sont issus soit de Flandre, soit de Wallonie, et donc les décisions qui sont prises par les ministres communautaires sont pas toujours sont même très très rarement des décisions qui avantagent Bruxelles. Or, Bruxelles est la région qui produit le plus de richesses en Belgique, mais où ses habitants sont les plus pauvres. Et ça, c'est absolument pas normal du tout. Donc par exemple, une autre de nos propositions, c'est qu'on veut pouvoir percevoir l'impôt des personnes physiques sur le lieu de travail. Parce qu'il y a, voilà, la richesse en Belgique est le plus fortement produit à Bruxelles. Ça demande aussi toute une série d'infrastructures. Et donc, ça doit être financé, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on réclame la perception de l'impôt des personnes physiques sur le lieu de travail, ce qui permettra à Bruxelles de sortir de cette situation de dépendance où on se retrouve à devoir mendier de l'argent au fédéral avec la bienveillance et l'accord de la Flandre et de la Wallonie. Ce n'est pas logique du tout. On est pour un fédéralisme de coopération, mais avec une région bruxelloise qui puisse être mise au même niveau que la Flandre et la Wallonie et être traitée à égalité, tout simplement. L'engagement, la participation de Biwan à ces élections régionales, ce n'est qu'un début. Je veux dire par là, vous comptez également vous présenter des listes lors des prochaines élections communales. Oui. Exactement. C'est vraiment le début d'un nouveau mouvement. Et c'est vrai que rien que la campagne électorale actuelle nous a permis de nous faire connaître. Et en tout cas, je vous remercie de m'inviter et d'avoir aussi invité mon autre colistier Olivier Moukouna. C'est vrai que c'est un peu le problème des grands médias, c'est qu'il y a une vraie frilosité à inviter des nouveaux partis et en même temps je pense qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose qui est en train de se passer à Bruxelles. Il y a un mouvement qui est vraiment en train d'émerger, on le voit, il y a vraiment eu un tournant, je dirais, il y a 2 semaines où on voit les messages qui commencent à nous arriver via les réseaux sociaux, les demandes d'adhésion, les demandes aussi de créer. C'est quand que vous lancez une section en Wallonie. Donc, on voit un vrai enthousiasme et une vague qui est, je pense, porteuse pour l'avenir de toute manière. Donc je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est que je suis certaine que ce n'est que le début de quelque chose qui sera plus vaste pour les années à venir. Est-ce que votre engagement sur cette liste ou même votre engagement politique pourrait porter préjudice à votre carrière de journaliste? Il y a des chances, je dirais. Mais c'est vrai que c'est des fonctions qui ne sont pas compatibles. En tout cas, tel que c'est perçu, si on veut continuer à travailler sur les questions politiques, comme je le faisais aussi précédemment comme journaliste, mais je dirais, voilà, l'avenir nous en dira plus, m'en dira plus en tout cas pour la suite des choses à ce niveau-là. Merci, Candice Vanek, excusez-moi. Merci à vous. Je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de vous adresser directement aux électeurs de manière à leur proposer de faire le bon geste
dimanche prochain? Alors, dimanche prochain, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une véritable possibilité d'envoyer un nouveau parti au Parlement bruxellois, un parti finalement qui ressemble à Bruxelles, dans sa diversité, que ce soit ethnique, culturelle, religieuse. B1, c'est des gens de tout horizon, vraiment donc qui ressemblent au Bruxelles d'aujourd'hui. Donc c'est et aussi qui veut faire de l'égalité en général, que ce soit l'égalité homme-femme entre Belges de souche et Belges d'origine étrangère, donc quelles que soient les appartenances culturelles, religieuses, qui veut mettre cette égalité en avant. Et donc c'est à ça qu'on s'engage. Et donc encore une fois, mais en se présentant côté néerlandophone, il ne nous faut que 3000 voix pour avoir un élu. À partir de 2 élus et 3 élus, c'est quasi une certitude qu'on entre au gouvernement bruxellois. Donc, s'il y a une envie de faire bouger les choses et de ne pas spécialement rester éternellement avec les partis traditionnels existants au pouvoir, eh bien, c'est ce dimanche que ça va se passer. Élection mai 2019. Sizin televizyonunuz.